atomes accrochés. Malgré tout essoufflé, au centre où dispersé, ce si joli bouquet de peut-être affané. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Nos atomes accrochés. Fourques, Mastibert, Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Paradou, Moselle-les-Alpilles, Mouriès, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon, Beaucaire, Salins-de-Giraud, les Saintes-Maries-de-la-Mer. Tout le pays d'Arles écoute Radio RPA. Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leur projet et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du pays d'Arles. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans la 5e émission des élections municipales d'Arles 2020 en direct sur Radio RPA. Merci de nous suivre sur le live Facebook et vous pouvez évidemment partager ce live afin qu'un maximum d'Arlésiens et d'Arlésiennes puissent profiter, réagir et participer à l'émission en direct et aux réactions du candidat du jour. Ce soir encore, je suis accompagné de Stéphane Del Corso, l'homme providentiel de Radio RPA. Bonsoir Stéphane, comment ça va ? Bonsoir à tous. L'homme providentiel, c'est le mot du jour. Ce soir, c'est l'homme providentiel. Ça changera un petit peu au gré des émissions. Ainsi que de mon acolyte Ludovic Gazan, animateur fétiche ou potiche, on ne sait pas, de Radio RPA qui sera en charge de retranscrire vos réactions, vos questions et qui sera le modérateur et le sniper de ce live. Bonsoir Ludovic, comment ça va ? Baptiste Guéry, bonsoir, ça va très bien. Tu es tout en beauté aujourd'hui avec ce joli petit... Ouais. C'est gentil, merci. C'est très sympa. Alors pour poser vos questions, vous pouvez soit le faire directement dans les commentaires du live Facebook, soit les envoyer en MP pour qu'elles soient posées de façon un petit peu plus anonyme. Vous pouvez toujours continuer à poser vos questions sur www.radiorpa.fr pour les autres candidats à venir. On ne pourra pas les consulter en direct. Et l'émission va toujours se dérouler en 3 parties. Une première partie avec les questions les plus pertinentes et les plus récurrentes posées par les internautes sur le site www.radiorpa.fr. Une deuxième partie avec 5 thèmes qui seront tirés au sort par le candidat parmi les 15 proposés. Il aura 5 minutes par thème pioché et nous aborderons les 10 autres thèmes de façon un petit peu plus rapide avec des questions et des réponses. Et enfin, la troisième partie où Ludovic Gazan sera chargé de poser toutes les questions, enfin du moins celle qu'il pourra quand il aura le temps pour poser les questions que vous aurez transmises lors du Facebook Live et en direct. Et donc ce soir pour cette 5e émission, nous recevons le candidat, le représentant de la liste Arles Citoyenne, Stéphane Edouin. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio RPA. Merci. Et merci d'avoir m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation, en fait de vous exprimer pendant 1h30. Alors Stéphane, vous habitez Arles, vous avez 43 ans, vous êtes directeur technique au marché Marseille-Méditerranée. Vous êtes l'un des piliers du collectif Arles Citoyenne, collectif qui existe depuis 2 ans maintenant. Mais alors Stéphane Edouin, c'est quoi le collectif Arles Citoyenne ? Arles Citoyenne, c'est un regroupement de gens qui ont eu envie de faire bouger la ville, qui étaient en dehors du champ politique, qui étaient très attentifs à ce qui se passait autour d'eux, et qui avait pris conscience que si ils prenaient pas les choses en main, on allait avoir beaucoup de difficultés à faire changer les choses. Et c'est comme ça que le collectif s'est créé et qu'on a décidé de porter une liste pour les élections. D'accord, donc ça fait 2 ans à peu près, c'est ça ? Oui, à peu près. Ouais. À peu près 2 ans. Aucun parti politique n'est représenté à l'intérieur, ce sont que des personnes qui viennent faire il y a que des Arlésiens essentiellement ? Il y a 99,8% d'Arlésiens. Oui. D'accord, ok. Oui. D'accord. Et pourquoi quelle a été votre décision de vous porter candidat à la mairie d'Arles ? Comment c'est venu ? En fait, c'est pas venu de moi, puisqu'on est un collectif et que les choses se font de manière démocratique à l'intérieur du collectif. Et ce sont mes pairs qui
m'ont incité à devenir tête de liste d'Arles Citoyenne. Donc c'est pour ça que je suis en face de vous aujourd'hui. Parce qu'au départ, il n'y a pas de tête de liste. Voilà, l'objectif c'était qu'il n'y ait pas de tête de liste justement parce que tout le monde a le même niveau de responsabilité dans le collectif et que dans ce cadre-là, il n'y avait pas de raison à ce qu'il y ait une tête qui dépasse plus qu'une autre. Il se trouve que le cadre réglementaire veut qu'il y ait une tête de liste parce que on est obligé, lorsqu'on dépose notre candidature, de nommer une tête de liste. Est-ce que ce serait un souhait de votre part, ça, qu'il y ait la possibilité de se présenter avec un groupement de citoyens plutôt qu'avec une seule tête ? Alors, c'est rentré dans les habitudes des gens de penser que systématiquement la tête de liste est maire, alors qu'en réalité, le maire est élu lors du premier conseil municipal parmi les membres du conseil. Bon, les usages font qu'aujourd'hui, celui qui est tête de liste est forcément maire. Demain, il n'est pas sûr que ça se fasse sous ce format-là. Si vous êtes élu, ce sera forcément vous ? Pas nécessairement. Pas nécessairement, ce sera un travail collectif. Complètement, oui. D'accord. Alors, on va attaquer avec les questions directement des internautes. On en a eu quand même pas mal. Et la première, elle nous vient de Pierre, 44 ans. On rentre dans le vif du sujet. La métropole, sujet très controversé. Quelle est votre position là-dessus ? Alors, la métropole, si elle se le fait, elle viendra de l'État, puisque la loi NOTRe qui a défini en 2014 la nouvelle organisation des territoires est une loi donc qui a été votée à l'Assemblée. Elle a été mise en suspens récemment. Rien n'est acquis, puisqu'il n'est pas exclu que demain la machine redémarre. Ceci étant, on reste très attentif à ce sujet-là, et quoi qu'il en soit, on demandera si intégration ou en tout cas proposition d'intégration dans la métropole il doit y avoir, que ça se fasse au travers d'un référendum et qu'on consulte les citoyens du Pays d'Arles, qui représentent une dizaine de % de la population du département en métropole. Il y a eu un référendum là-dessus. Les Arlésiens ont voté massivement contre, me semble-t-il. C'est effectivement un référendum qui a été conduit avec, à mon sens, un niveau d'information qui était trop partiel pour pouvoir le juger objectivement. Ceci étant, effectivement, les Arlésiens se sont prononcés. Je crois qu'il y a eu à peu près 5000 votants qui ont voté à 90% contre l'intégration de la métropole. Il n'empêche que si ça doit se faire, il faut que ça se fasse réellement de manière démocratique, donc il faut que ce soit un suffrage qui soit exprimé, qui soit suffisamment représentatif pour être influent. Donc, dans votre cas, pas de position claire et précise à voir avec ce que voudront, tout à fait, oui. Ce que voudra le peuple arlésien. Exactement. On continue avec une question d'Emeric, 27 ans. Si vous êtes élu, comment voyez-vous la gouvernance avec une liste citoyenne ? Justement, on y vient. On en parlait. Comment ça peut se passer ? Voilà, justement, comment vous le voyez, vous ? Alors, le principe est de dire que... C'est pour expliquer aux gens, parce qu'on a beaucoup de questions sur la façon de fonctionnement. Non, mais c'est normal. Un conseil municipal, aujourd'hui, il est composé de membres qui sont élus, donc les 45 conseillers municipaux qui sont élus sont composés d'une liste majoritaire, donc celle qui arrive en tête, et des candidats qui ne sont pas en tête, mais qui sont quand même représentés dans le conseil. L'idée et notre position, c'est de dire que tous ces gens ont été élus de la même manière, c'est-à-dire qu'ils représentent démocratiquement les concitoyens, et qu'à ce titre-là, ils ont le droit et le devoir d'intervenir dans le conseil municipal et porter des délégations au même titre que n'importe quel autre élu. Et l'idée, et ce à quoi on est très attaché, c'est de dire que c'est pas parce qu'on est un élu d'opposition qu'on n'a pas le droit, d'une part, d'avoir une vraie délégation, et d'autre part, qu'on ne doit pas être écouté. Donc on va appliquer ce qu'on s'applique aujourd'hui, c'est-à-dire indépendamment de nos origines, de nos sensibilités politiques, de se dire qu'on est là pour travailler pour l'intérêt général. D'accord. Donc il y aura vraiment une consultation réelle et globale de l'ensemble du conseil. Et après, je vais compléter juste un petit peu mon propos. Oui, allez-y en même temps. On proposera en tout cas de faire un conseil citoyen avec des citoyens tirés au sort. D'accord. On réunira 4 fois par an, de manière à ce qu'on puisse les consulter sur les sujets importants. Et on fera le nécessaire, en tout cas on s'assurera que ces citoyens qui seront tirés au sort ne soient pas des gens qui soient engagés dans le milieu associatif. On veut une vraie virginité des citoyens, de manière à ce qu'ils aient une lecture la plus objective possible des sujets.
Donc si vous les tirez au sort et qu'ils font partie d'un milieu associatif... On en tire un autre au sort. D'accord. Bon, très bien. Allez, on continue avec Pascaline, 67 ans, qui nous a dit... Quelles sont vos propositions pour la jeunesse? Quelle place dans vos propositions? Et comptez-vous en faire une priorité électorale? Alors, la jeunesse, elle revêt de plusieurs aspects aujourd'hui. Il y a la formation, il y a l'éducation, il y a les loisirs, il y a l'emploi. Et déjà, ces 4 sujets-là ont de quoi occuper normalement une collectivité pour plusieurs années. En termes de formation, aujourd'hui, on a une vraie carence sur le territoire de formation post-bac. Ce qui a pour conséquence directe que tous nos jeunes étudiants, donc passés 17-18 ans quand ils ont eu le sésame du baccalauréat, s'en vont du territoire. Donc on va travailler avec les universités d'Aix-Marseille et les universités de Montpellier et d'Avignon pour rapatrier un certain nombre de formations. Alors... L1, L2, M1, M2, sur des sujets qui tourneront a priori autour des problématiques d'environnement, autour des problématiques du patrimoine, puisque ça fait quand même... Choisir un axe plutôt que l'autre. Voilà, c'est quand même un petit peu le cœur de notre territoire. En termes d'éducation maintenant, on se rend compte qu'on a beaucoup de jeunes enfants qui se retrouvent à être en échec scolaire au moment où ils rentrent au collège. Alors ça a plusieurs bonnes explications. Il se trouve que j'ai la chance depuis quelques années d'être au conseil d'administration du collège où sont mes enfants. Et du coup, je vois... Qui est le collège? Peut-être vous ne voulez pas qu'on le dise? Non, pas de souci. Collège Van Gogh. D'accord. Et je vois régulièrement des gamins qui, entre la 6e et la 5e, se retrouvent en échec scolaire. Pas parce que c'est de mauvais enfants, parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir être accompagnés, de pouvoir être soutenus dans cette phase éducative. Alors, les enseignants et le milieu éducatif fait tout ce qu'il peut mettre en œuvre, et enfin, j'en suis le premier surpris et satisfait de voir l'engagement qui est le leur aujourd'hui pour aider justement ces enfants en difficulté. Par contre, seuls, ils n'y arriveront pas. Et l'idée, c'est de renforcer tous les dispositifs qui permettent d'accompagner ces enfants-là en dehors du cadre scolaire, notamment au travers de l'ado devoir. D'accord. De mettre un dispositif à disposition notamment des collèges pour aider ces enfants qui se retrouvent en difficulté, parce que ils ont une cellule familiale qui est compliquée, parce que ils ont des parents qui ont un niveau scolaire qui n'est pas forcément suffisant pour pouvoir accompagner ces enfants. Pour les aider, bien sûr. Et je pense que là, notre rôle à nous, en tant que collectivité, et parce qu'on a besoin que nos jeunes s'épanouissent, de les accompagner. Ouais. Au maximum. Et au niveau de comment te retenir, comment les retenir, les jeunes, justement, après le post-bac, justement? En créant des formations, justement, jusqu'à Bac plus 5 sur des sujets. D'accord, donc développer encore plus le... Ouais. On a parlé rapidement, on a parlé formation, on a parlé éducation. Loisirs, aujourd'hui, quand on est jeune à Arles, c'est compliqué de faire quelque chose. C'est là où je voulais en venir. On a un projet de réhabiliter de manière significative les friches des papeteries Étienne. D'accord. Parce que c'est un site déjà emblématique de la ville. C'est un des seuls endroits où on peut avoir un accès au Rhône pas trop compliqué. Donc ça donne une dimension aussi symbolique intéressante. Et l'idée sur ce site, c'est de le transformer en espace ludique à destination des jeunes. Donc en créant une vraie salle de spectacle d'un millier de places où on pourrait faire des concerts, où on pourrait faire des manifestations diverses et variées. D'autant qu'on a pour objectif de casser la salle des fêtes existante, mais on en parlera après. J'ai vu ça sur de faire des endroits où on peut passer du temps avec un grand parc urbain aménagé. Un genre de parc, de pôle un vrai skatepark pour que les jeunes puissent y passer du temps, aller s'y amuser. Et voilà, et faire un environnement plus adapté que ce qui existe aujourd'hui, justement, pour que quand on est ado, on ait un endroit où se retrouver, passer du temps avec les copains et puis se faire plaisir. Se faire plaisir. On continue avec Samira, 30 ans, qui nous dit « La Fondation Louma prend une place de plus en plus importante. N'avez-vous pas peur, si vous êtes élu, de vous faire... » Alors, j'ai eu une erreur de frappe. Comment voyez-vous la collaboration? Pardon. Hop, voilà.
Alors, la collaboration avec Luma, j'espère qu'elle a déjà été travaillée, puisque ça fait quand même à peu près 10 ans que ce projet est engagé. D'accord. Donc, je compte sur les élus sortants pour avoir fait un minimum de travail autour de ce projet. Ceci étant, Luma, ça reste quand même un vecteur d'attractivité important pour le territoire, qu'il va falloir de toute façon accompagner. Si on prend l'exemple, qui va devenir un contre-exemple, en tout cas si on prend l'exemple de Bilbao, qui est souvent cité dans le cadre du projet de la Fondation Luma. C'est le même architecte qui l'a... C'est Guéry qui a construit le bâtiment. La collectivité autour de cette fondation Guggenheim a investi 1 milliard d'euros de réhabilitation des espaces urbains. Bon. Aujourd'hui, la collectivité d'Arles a dû faire un chèque de 200 000 euros ou 250 000 euros pour réhabiliter le morceau de boulevard entre l'école de la photo et la fondation. On n'est pas tout à fait dans les mêmes échelles. Ceci étant, ça reste quand même un potentiel d'attractivité important pour le territoire. Et ça se travaille avec la fondation, notamment parce qu'il va falloir offrir des solutions d'hébergement un peu plus sérieuses que ce dont on dispose aujourd'hui, parce qu'il va falloir développer des activités qui sont liées à la culture, en tout cas la culture qui est portée par la fondation, et c'est ce travail-là qui va effectivement falloir conduire, si on ne veut pas que cette opportunité ne se transforme pas. Vous voyez la ville plus comme un modérateur, un arbitre, ou vraiment travailler main dans la main sur... Ça peut être un initiateur de certains sujets, c'est-à-dire qu'à un moment, la collectivité a le droit de prendre la main sur des développements, c'est d'ailleurs même une de ses responsabilités, surtout si ça permet de créer de la richesse, puisque l'idée, ça reste quand même d'enrichir notre territoire, qui en a bien besoin. Mais après, ça sera vraiment en fonction des projets, en fonction des attentes et des besoins de chacun. Ouais. Alors, je me suis manqué dans la question parce qu'il y en avait deux en une. Et la première, c'était est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire manger par l'ogre Luma ? En fait, non. Vous n'avez pas de crainte ? Non, il n'y a pas de raison, puisque on n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Et si ça avait dû se passer, ça se serait déjà passé. Ouais. Parce que quand on vient investir 250 millions d'euros sur un territoire, si on a des ambitions de consommer le territoire, en général, on les fait avant de faire le chèque. On continue avec Ludovic, et pas toi. 31 ans, non, il est beaucoup plus jeune que toi. Ludovic, 31 ans, ne pensez-vous pas qu'il y ait trop de listes de gauche ? Et vous considérez-vous comme une liste de gauche ? Alors d'abord, qu'est-ce qu'une liste de gauche ? Faut demander à Ludovic. Peut-être une question de point de vue. On n'est pas une liste de gauche à proprement parler. On est une liste où on a envie que le territoire se développe, d'accord, donc économiquement. Alors quand on parle d'économie, on est de droite, donc effectivement, on va être un petit peu de droite. On a une dimension sociale dans notre projet qui est très forte. On en parlait tout à l'heure, les sujets d'accompagnement au devoir. On est vraiment dans l'aspect social du projet. Donc là, pour le coup, on peut être de gauche. On est très attaché aux questions environnementales, notamment parce que ça fait partie pour un certain nombre d'entre nous de notre cœur. Bien sûr, puis on est en pleine... c'est une cause importante à l'heure actuelle. Moi, professionnellement, j'ai fait de l'environnement pendant... Et de l'aviron, non ? Et de l'aviron, j'ai vu ça. Pendant presque toujours. On a des gens qui viennent d'Agir pour l'accro, des Incroyables Comestibles, de Nasica. Donc on a tout un certain nombre aujourd'hui de personnes engagées dans le collectif qui sont très attachées à ces sujets et ce qui va bien dans la philosophie. Donc là, on peut dire qu'on est écolo. Donc vous rentrez pas forcément dans un clivage politique particulier. On parle de sécurité sans trop de tabou parce qu'à un moment, quand on dit qu'il faut augmenter le nombre de policiers municipaux dans la ville, on pourrait nous considérer comme étant à droite de la droite. Voilà. Donc on n'est ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni écolo. On a monté un projet qui est le projet dimensionné pour la ville d'Arles. Alors vous avez dit par voie de presse que certains d'autres candidats vous avez approché pour peut-être venir vous voir. De droite, de gauche, lesquels ? À peu près tous. À peu près tous, d'accord. Avec des propositions souvent qui tournent autour de quoi, sans rentrer dans les détails. À peu près tous, avec
Pour certains, il y a déjà plusieurs mois. D'accord. D'autres plus récemment. En fait, on s'est rendu compte que on n'était pas forcément compatibles, notamment parce que on avait soit des gens qui étaient très radicaux, ce qui ne va pas dans notre philosophie, soit des gens qui n'avaient pas réellement de projet ou un projet qui était trop évasif pour qu'on puisse dire tiens bien là on a un certain nombre de points de synergie. Donc voilà, aujourd'hui on a notre liste. Si on vient vous chercher, c'est que peut-être vous commencez à toucher Alors ça, à faire parler de vous en tout cas. Oui, probablement dans une dimension politique. Oui, très certainement en termes d'individualité, puisque aujourd'hui on est une liste où on a la chance d'avoir des gens qui sont très compétents dans leur domaine et qui du coup ont une réelle valeur pour un projet politique. Ouais. La liste est déposée ? Non, pas encore. Pas encore. Non. Vous avez les 45 noms ? On n'a pas encore les 45 noms, mais on y est à quelques noms près. D'accord. Allez, on continue avec une question qui brûle les lèvres à tout le monde. C'est Laurence, 52 ans, qui nous la pose. Êtes-vous pour ou contre le contournement autoroutier ? Alors, je suis pour le contournement autoroutier, avec un certain nombre de remarques qui font que on a été obligé, nous, de travailler sur une autre solution pour le court terme. Je m'explique. On vous écoute. Un projet de ce type, ça prend, dans le meilleur des cas, 15 ans. Ça veut dire qu'entre aujourd'hui, si on décide de dire on fait le contournement, et le moment où on posera les premières roues dessus, il va se passer 15 ans. Ça a quoi comme conséquence ? La première, c'est que pendant 15 ans, on continue à subir les nuisances du trafic sur l'autoroute. Enfin, sur l'autoroute qui n'est pas une autoroute, d'ailleurs. Qui est une voie rapide. Qui est une voie rapide. Oui, c'est une voie rapide. C'est une route nationale. Route nationale. RN 113. Et en plus de ça, l'autre crainte, et ça je l'apprends parce qu'il se trouve que je travaille beaucoup sur les sujets de la logistique dans votre métier. À Marseille, dans mon métier, que les hypothèses qui sont posées aujourd'hui ne seront probablement plus bonnes dans 15 ans. D'accord. Notamment parce qu'on a une forte évolution de la logistique, parce que les habitudes d'achat deviennent de plus en plus dématérialisées, c'est-à-dire qu'on commande de plus en plus, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gros camions aujourd'hui qu'on voit sur les routes vont se transformer en camions plus petits. Si on commande plus, il y a plus de marchandises qui arrivent à Marseille et plus de camions qui sont... Pas nécessairement, puisqu'en fait, ça va imposer d'avoir des points de rupture de charge plus importants disséminés sur le territoire. D'accord. Donc ça va modifier un petit peu la physionomie du transport de manière générale. Donc il n'est pas improbable que même si on diminue les tonnages d'un certain nombre de véhicules, on augmente encore le nombre de véhicules. Donc on aura peut-être des camions un peu plus petits, mais beaucoup plus nombreux. D'accord. Donc c'est pour ça que... c'est difficile aujourd'hui d'anticiper. À titre d'exemple, en 2018, il y a une étude qui a été faite par La Poste qui disait qu'un foyer commandait entre 3 et 5 fois par semaine sur Internet, en moyenne, tout confondu. En 2025, ça sera entre 12 et 17 fois. D'accord. Alors je vous laisse imaginer en 2040. Donc on voilà. sera plus là. Ah si, non. Quoi qu'il en soit, donc pour en finir sur le contournement, donc nous ce qu'on a décidé, c'est de créer un péage urbain. D'accord. Qui sera uniquement à destination des camions de transport de marchandises en transit. C'est-à-dire qu'ils traverseront uniquement le territoire, qui n'auront pas de valeur ajoutée sur le territoire, sur le pays d'Arles, et qui ne feront que consommer de la route, et du coup générer de la pollution. D'accord. C'est une forme d'écotaxe qui n'a pas vu le jour il y a quelques années, mais qu'on va rendre très locale, de manière à ce qu'il y ait une forme de compensation en fait, des nuisances générées par l'autoroute, et que ça permette à tous les Arlésiens d'en bénéficier. Et du coup, cet argent sera réinvesti comment ? Il sera réinvesti dans le développement de la ville. D'accord, mais tout ce qui paraît nuisance, pollution, quelque part on le conserve un peu, puisqu'on les laisse quand même passer, il y a juste, il y a juste un péage. L'intérêt du péage, en fait, il est double. Il est d'une part de permettre de collecter de l'argent, parce qu'on en a besoin. Il a aussi un rôle dissuasif, c'est-à-dire que dans l'hypothèse, je vais vous donner des valeurs complètement arbitraires, mais on dit que demain c'est 10 €, peut-être qu'après-demain ça sera 20, et puis dans 3 jours ça sera 30, avec un objectif, c'est de rendre le transport routier sur ces trafics-là plus cher que d'autres moyens de transport. Le transport ferroviaire notamment. Entre autres.
ou le transport fluvial ou fluvio-maritime, parce que quand on regarde les flux de marchandises qui transitent sur le territoire, ça se promène entre Gênes et Barcelone, d'accord, donc ça passe par chez nous, et ça remonte ensuite sur le nord de l'Europe. Donc, et ça passe par la 7, par Lyon, pour aller ensuite sur les Pays-Bas, sur la Belgique, sur l'Allemagne. D'accord. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, le transport fret ferroviaire est plus cher ou plus cher, moins souple que le transport par camion. C'est pour ça qu'on a énormément de camions sur le route. Allez, on continue avec Steven, 36 ans. Beaucoup de questions, Steven, il a posé ces derniers temps. Certaines personnes de votre entourage sont issues du milieu associatif. Que comptez-vous proposer pour les nombreuses associations arlésiennes ? Alors, de quelles associations parle-t-on ? Les associations arlésiennes. Par profil d'association, effectivement, je pense. Ce sont des questions qui vous sont directement posées. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs règles à définir. Si on parle d'association culturelle, si on parle d'association sportive. Alors moi, j'ai une association sportive, justement, une question de Sébastien pour rebondir. Allez. Quelle place M. Edouin donne-t-il aux assos sportives et aux infrastructures de la ville ? Jusqu'à présent, cette problématique n'est pas considérée importante par la municipalité. En place, il est un petit peu en détresse. C'est Sébastien, 48 ans, qui nous pose cette question. Alors ça, je vais répondre d'autant plus aisément que pendant quelques années, alors c'était pas à Arles, j'ai été président d'une association sportive qui était très consommatrice de ressources, puisque c'était un club d'aviron. Et que un bateau, ça coûte très cher. D'accord. Et que c'est des équipements qu'on met à disposition des athlètes. Et donc oui, j'ai souvent été confronté à des problèmes budgétaires autour de ce sujet-là. La collectivité, mais au même titre que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation, doit accompagner les jeunes. C'est sa première mission. Donc, nous mettrons en place un dispositif qui permettra de financer les associations sportives. Après, on parlera des autres. Des autres, bien sûr, bien sûr. Sur au moins un critère, c'est l'impact qu'elles auront sur la jeunesse. D'accord. Parce que pour nous, c'est essentiel qu'un ado, qu'un enfant, quel qu'il soit, puisse avoir un accès au sport et à tous les sports dans les meilleures conditions possibles. Donc, sur le nombre de licenciés ? Le nombre de jeunes. Le nombre de jeunes licenciés. Oui. D'accord. Oui, le nombre de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les adultes ont normalement les capacités financières de s'assumer, ce qui n'est pas forcément le cas des enfants ou de leurs parents, parce que on sait qu'on est quand même sur un territoire qui n'est pas forcément des plus riches, avec des habitants qui ne sont pas forcément des plus riches non plus. Et ça, c'est à intégrer dans la réflexion, et c'est pour ça que ce choix volontaire de favoriser les structures sportives qui ont dans leurs objectifs de travailler avec les jeunes seront favorisés. D'accord. Avec un contrôle des financements pour savoir si les financements sont bien utilisés. Alors avec un contrôle des financements, et je vais même aller un petit peu au-delà. Et là, on va rentrer dans le milieu associatif, mais dans la direction des associations. Bien sûr, c'est important. Être président de club ou trésorier de club, c'est un vrai travail. D'accord, pour lesquels ils méritent un minimum de formation. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc on va former les dirigeants de club. D'accord. Parce que c'est essentiel. Ensuite, on va les accompagner sur un certain nombre de tâches qui ne sont pas forcément toujours accessibles parce que ça demande des compétences particulières. Monter un dossier de demande de subvention, je ne sais pas si vous y êtes déjà essayé. Mais c'est une vraie gageure. Et puis souvent, il y a beaucoup de financements qu'on peut aller chercher. Il y a tout un tas de dispositifs qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est mettre à disposition de ces associations une structure mutualisée qui leur permettra d'avoir de l'appui administratif, juridique, et de les accompagner sur des sujets un peu techniques, sur les demandes de subventions, sur comment est-ce qu'on monte une manifestation, voilà, vraiment sur ces sujets-là. Et en plus de ça, être bénévole, c'est un engagement. Le problème, c'est qu'on a souvent beaucoup de difficultés à convertir ça dans la vie profane, dans le monde civil, quand on sort de l'association. Et l'idée, c'est de réfléchir de quelle manière on pourrait, au travers de validation d'acquis de l'expérience, permettre aux dirigeants d'associations de convertir leur expérience en tant que dirigeant en diplôme, en comptabilité, en gestion, voilà. Parce que c'est aussi important. Oui. Et rapidement, pour les autres associations ? Après, pour les autres associations, aujourd'hui, il y a un peu plus de 400 associations sur Arles, tout confondu. Beaucoup de candidats nous ont dit on subventionnera au mérite.
Comment est-ce qu'on peut juger le mérite? Voilà, ou à l'impact sur la ville, à l'impact sur les habitants. Non, moi je pense Sur que le sportif, oui. Ouais, oui, encore. et encore. parce que c'est pas parce qu'un club est fait mort. Oui, non, voilà, ouais, et encore. Non, mais c'est pour ça que je pense que d'utiliser le levier jeune est quand même plutôt pertinent au regard des besoins d'un territoire. Après, pour les autres associations, je pense que elles ont capacité à pouvoir prétendre à des subventions. Maintenant, c'est pas parce qu'on subventionne qu'on est forcément libre de tout contrôle. Et encore une fois, il faut qu'on soit sûr que quand on donne 1 euro, c'est 1 euro qui soit investi clairement dans l'objet de l'association. Et donc ça, on fera le nécessaire pour s'en assurer et pour être sûr que les subventions qui sont distribuées aujourd'hui le restent dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Mais on n'a pas pour objectif de réduire drastiquement le budget des subventions aux associations. Si c'était ça le fond de la question. Peut-être, Steven, je pense que oui, effectivement, beaucoup d'associations se posent la question. On est à la fin de cette première partie. Merci Stéphane Edouin. On va passer à la musique, au morceau de musique que vous avez choisi. Stéphane, qu'est-ce qu'on écoute tout de suite ? Alors, au choix, on avait 2 chansons, M ou Nina Simone. Alors, on va commencer par Nina Simone. On va commencer par Nina Simone. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui me renvoie à tout un tas de souvenirs. Et que, voilà. Un choix personnel et... Complètement personnel, oui. Très bien, pour passer ce moment. On se retrouve dans quelques minutes pour passer à la deuxième partie, au thème, au tirage au sort, au piochage de casquettes. A tout de suite avec Stéphane Edouin. On se retrouve sur Radio RPA. Merci. Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling and run to the sea. It was boiling and run to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please hide me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day. So I ran to the devil. He was waiting. I ran to the
Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Et nous sommes de retour après Nina Simone, morceau choisi par Stéphane Edouin, qui est avec nous ce soir. Tout va bien, Stéphane ? Ça va. Ça se passe bien ? C'est bon, on peut continuer. Bon, on peut continuer, ça va. On peut y aller. On va attaquer donc la deuxième partie avec les thèmes. Il y a 15 thèmes que nous avons choisis selon vos propositions. Et Stéphane va en tirer 5 au choix. Et on a besoin du stagiaire qui a la casquette, peut-être, Alors, Ludovic ? Baptiste Gray, le stagiaire, est de retour. C'est pas vrai. Stagiaire, s'il te plaît. Il arrive, Il obéit au doigt. C'est incroyable. C'est le meilleur stagiaire que nous ayons eu à Radio RPA. Et il est gratuit. Attention, j'ai un papier qui est tombé. On n'a pas pris les meilleurs, mais on n'a pas pris les plus chers. C'est sûr. Il y en a un autre encore, là. Tu vous fais, stagiaire? Ah, c'est parce qu'en fait, il y a trop la casquette, c'est normal, c'est l'arrière de la casquette. C'est là, la casquette. Casquette. Vérifiez qu'il y a. C'est RPA. combien 15 thèmes? Vérifiez qu'il y a 15 papiers dedans déjà. Sous contrôle du CIE. C'est sous contrôle du CIE, il faut pas qu'il Et y que ait c'est de... pas 15 fois le même. Et que ce soit pas 15 fois le même, mais ça, c'est... vous pourrez la contrôler à tout moment. On l'a déjà fait. Et 15. Super. C'est vrai Allez, qu'on a souvent les mêmes thèmes qui sont. On a Ben ouais, quelquefois mais les thèmes c'est qui sont sortis. Le mais problème, c'est que c'est le tirage au sort, c'est ça, c'est le hasard. C'est le hasard. La chance de la vie. La vie, parfois, est compliquée. Et puis, parfois, le hasard fait bien les choses, Baptiste Gray. Allez, Stéphane Allez, Edouin, Stéphane Edouin, c'est parti. Arles citoyenne, Pour la première vote. premier thème, Écologie. écologie. Ben, ça tombe bien. On voulait en parler. Écologie, une question pour vous lancer. Eh bien voilà, quelle serait votre première mesure en matière d'écologie que vous prendriez si vous êtes élu ? La première. Alors, la première mesure, enfin, non, en fait, ça va être compliqué de résumer ça à une mais je vais faire un effort. On va travailler sur les déplacements. D'accord. Parce que c'est un impact écologique, parce que c'est un impact social fort, parce que c'est nécessaire pour pouvoir ouvrir le territoire au bassin d'emploi. Parce que se déplacer dans Arles aujourd'hui en mode doux, c'est juste impossible. Donc on va travailler d'arrache-pied sur les déplacements, sur les transports. D'accord. D'autres propositions peut-être qui vont Alors au d'autres niveau écologique ? Vous avez propositions, encore, oui, parce du temps que pour parler d'écologie, on y est. Sur les sujets d'énergie, on a des propositions qui sont plutôt ambitieuses. Et je vais essayer de vous la décrire rapidement. On a 5 minutes, hein, on a le, Oui, non, on mais- a le temps de... On a mais une parce question que ça- aussi voilà. sur le Facebook Live, si vous Ouais, voulez. à la limite, pour être bien sûr. On a pour projet de rendre la ville d'Arles quasiment autonome en énergie. Alors D'accord. comment faire ça Sacré projet. Ouais, même si comme ça paraît ambitieux, ça l'est pas tant que ça. Il faut savoir que sur l'ancien site des papeteries Étienne, on a une usine de cogénération qui avait été construite à l'époque de l'extension des papeteries. Donc, C'était au fond, c'est ça quand ouais, on est dans en, ouais, 2000, qu'on voit. en 2003-2004, qui aujourd'hui a une capacité de production de 40 MW électriques, donc qui correspond globalement à la consommation énergétique de la ville. D'accord. C'est une usine qui fabrique de l'électricité à partir de gaz, via une turbine, un moteur d'avion, enfin, voilà, et qui produit de la chaleur, à peu près la même puissance. Donc l'idée, c'est de dire, on va créer du biogaz sur la zone nord. On va créer une usine de production de biogaz sur la zone nord. On va profiter de tout ce qui est déchets organiques, donc qui soient liés aux ordures ménagères, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire agricole qui produit des déchets verts de manière très, très importante. Et la région a fait une étude il n'y a pas très longtemps sur le potentiel biomasse du territoire. Et en fait, on a largement de quoi produire suffisamment de biogaz pour alimenter la ville. D'accord. Donc on produit du biogaz d'un côté, on l'utilise dans cette usine de cogénération, au moins en équivalent de l'autre, donc sur le site des papeteries Étienne. On fabrique de l'électricité et on fabrique de la chaleur. Et cette chaleur, l'idée, c'est de créer un réseau de chaleur qui traverserait le Rhône et qui permettrait d'alimenter tous les bâtiments, notamment de Bariol, en chaleur, de manière à ce qu'on supprime toutes les chaudières existantes, type chaudière gaz, et qu'on fasse un vrai réseau de chaleur dans la ville, et qu'ensuite on puisse s'appuyer sur cette production d'énergie pour alimenter les futurs quartiers complexes, bâtiments à venir. D'accord, donc moins d'émanation de gaz carbonique, Ou en de tout cas CO2. une compensation de la production de CO2. Ouais. Et du coup, un impact sur le portefeuille et le porte-monnaie des Arlésiens ? Alors, un impact sur le porte-monnaie, oui, parce que au plus les usines sont importantes et au plus le coût énergétique est intéressant. D'accord. Donc oui, un impact sur le porte-monnaie Donc aussi en fait, des Arlésiens. ce serait autofinancé par la... Enfin, C'est ça. Autofinancé par la ville. Ça serait un cercle quasi vertueux, en fait. D'accord. Et en plus de ça, on travaillerait sur la réduction des déchets. Très bien.
Ludovic, deuxième question, deuxième tirage au sort, deuxième thème. Sur le Facebook Live, on nous demande quand même le Vas-y, chiffrage pour ce projet. Lequel ? Celui-là. Celui que vous venez d'énumérer. Alors, ça a été chiffré. L'installation de production de biogaz, elle coûte à peu près 18 millions d'euros. C'est un investissement qui est rentable au bout de 18 ans, D'accord. sachant qu'il y a une grande partie de l'investissement qui est financée par la région dans le cadre du plan climat-énergie, qui est financé par l'ADEME, parce que ça fait partie des nouveaux modes de production d'énergie. Donc on arrive à un équipement qui s'autofinance et qui est suffisamment rentable pour ne pas impacter le porte-monnaie des Arlésiens. Oui, c'est la question. Tout à fait. Allez, on est parti pour le deuxième thème. Deuxième thème, Stéphane Edouin. Centre-ville. Hein. Centre-ville. Alors, centre-ville, êtes-vous pour un contrôle du prix au mètre carré en centre-ville? La question qui a été posée sur le centre-ville. Sur le logement ? Oui. D'accord. Pardon. Oui, je pense, oui, j'imagine, oui, c'était sur le logement. Parce qu'on a quand même des loyers maintenant qui s'envolent à plus de 4 000 € le mètre carré sur Arles. Oui. Après, la difficulté, c'est qu'on est dans le secteur privé. Et que dans quelle mesure on sait intervenir dans le secteur privé pour plafonner les loyers, sauf quand on est sur des loyers qui sont conventionnés et qui ouvrent droit à des allocations, type allocation logement, des choses comme ça. Après, dans le secteur privé, c'est compliqué de pouvoir intervenir sur le prix des loyers. Enfin, je ne sais pas si aujourd'hui des outils permettent de le faire. Alors peut-être que si, je ne suis pas forcément au courant. Le contrôle du prix du mètre carré sur la vente en centre-ville, ça a été fait dans certaines villes, a été contrôlé par la municipalité, effectivement, avec ne pas pouvoir dépasser tel ou tel selon les secteurs d'activité. Mais bon, non, enfin là, je n'ai pas forcément de réponse à y apporter dans la mesure où peut-être quel est votre avis sur le fait que le mètre carré s'envole comme ça de plus en plus sur Arles et que de plus en plus d'Arlésiens n'ont pas la possibilité en tout cas de pouvoir acheter en centre-ville d'Arles parce que les loyers deviennent de plus en plus... le prix du mètre carré surtout. Le prix du mètre carré augmente, mais c'est pas forcément de la faute ni des Arlésiens ni des vendeurs, c'est la faute au taux d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, emprunter, ça coûte plus rien. C'est-à-dire qu'on arrive à emprunter à 0,5% et que par effet de levier, le prix augmente. Parce qu'en fait, ce qu'on va regarder quand on va acheter une maison, c'est sa capacité à pouvoir rembourser. Et au moins les taux d'intérêt sont élevés et au plus le volume d'emprunt disponible est important. Et donc par effet de levier, le montant du bien augmente. Si demain on avait des taux d'intérêt qui remontaient à 5, 6, 7%, on aurait des prix de l'immobilier qui redescendraient naturellement. Alors, on parle du centre-ville, peut-être pour la redynamisation du centre-ville, qu'est-ce que vous proposeriez? Alors, j'ai vu sur votre site internet une proposition de Halle. On a un projet, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce qui va faire l'avenir des centres-villes, ça va être l'alimentaire. Pourquoi ? Parce que de plus en plus d'achats de non-alimentaires se fait de manière dématérialisée. Et les chiffres qu'on annonçait tout à l'heure sur l'augmentation importante des commandes en e-commerce est une des raisons pour lesquelles tout ce qui est non-alimentaire, en fait, va de plus en plus s'effacer, ou en tout cas sera moins présent dans les centres-villes. Par contre, tout ce qui va toucher à l'alimentaire devrait prendre plus de place. Dû à l'Internet, peut-être Non, dû au fait que de moins en moins de gens cuisinent, qu'on consomme de plus en plus de restauration rapide, ou toutes les formes de restauration qui existent. Et il y a déjà beaucoup de restaurants sur Arles. Oui, mais je prends le pari qu'il y en aura encore plus dans les années à venir. Et en plus de ça, les gens ont envie de retrouver le vrai goût des choses, et notamment de pouvoir accéder plus facilement qu'aujourd'hui à des produits locaux, à des produits de qualité, à de l'agriculture bio. Et ça, aujourd'hui, l'offre est quand même relativement restreinte dans les centres-villes, et notamment dans le centre-ville d'Arles, puisqu'aujourd'hui, on a un fromager, on a presque plus de poissonniers, puisqu'il doit être ouvert un jour ou deux par semaine. Il y en a un Trinquetail, je crois, non ? Mais c'est encore... Je suis pas sûr. Où on a un poissonnier... Où on a un poissonnier, il doit rester 2 ou 3 boucheries. Enfin voilà. Aujourd'hui, le commerce de bouche de centre-ville a quasiment disparu. Et l'avenir des centres-villes passera aussi par là. Donc c'est pour ça que le projet de la halle qu'on souhaite implanter à la place de la salle des fêtes, donc c'est pour ça que je parlais de la salle des fêtes tout à l'heure,
Avec un grand parking, de manière à compléter l'offre de stationnement en centre-ville, donc sous la halle, trouve tout son sens. Ça permettra de rendre le centre-ville plus accessible, de donner un accès aux gens qui souhaitent se rendre en centre-ville plus facile, et avec cet objectif de drainer du monde et puis de faire venir des gens dans la ville. Sur le stationnement, rapidement, votre positionnement sur le prix, alors, la façon. La valeur, je serais pas très objectif parce que pour être régulièrement sur Marseille, quand je vois ce que me coûte une heure de parking, je me dis qu'Arles, c'est pas si cher que ça. D'accord. Après, je pense que dans une logique de se dire qu'il faut qu'on essaye, autant que faire se peut, de limiter le nombre de voitures en centre-ville, oui, il faut que le parking de centre-ville reste payant. Par contre, il faut qu'on aménage en périphérie de la ville des parkings gratuits pour tous les utilisateurs qui veulent se rendre pour tous les usagers qui veulent se rendre en ville. On continue. Ludovic, Oui. 3e thème tiré au sort par Stéphane Edouin. Attention, roulement de tambour, suspense. Nos quartiers. Nos quartiers, il sort très 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 souvent hein, pour le coup. 5 fois dans la... C'est vrai, je crois qu'il y est 5 fois dans la besace. C'est Alors, nos quartiers, une question qui a été posée, faut-il mener une politique particulière pour nos quartiers ? Faut-il qu'il y ait une différence de politique sur nos quartiers par rapport au reste de la ville ? Alors, Ou est-ce qu'on englobe nos quartiers dans une politique globale ? je pense qu'il faut qu'on parle d'unité de ville, parce qu'on parle des quartiers, on peut parler aussi des hameaux, on peut parler des villages. Arles est une ville, d'accord, avec ses composantes, mais ça reste une ville entière et unique. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des quartiers comme des zones compliquées, comme des espaces à reconquérir, alors qu'en réalité, même si effectivement on peut être parfois confronté à de l'incivilité, on peut être parfois confronté à une forme comment dire, de crainte liée au quartier, je pense que ça reste quand même très surfait dans la mesure où, enfin, moi je me rends régulièrement, que ce soit à Bariol, à Griffeuil, parce que j'ai des copains, ma mère habite Bariol, et enfin j'ai jamais eu de sentiment d'insécurité particulier. Après ça existe, hein, il y a des voitures qui brûlent, et encore plus récemment de manière un peu conséquente, mais les quartiers doivent être traités au même titre que n'importe quel autre espace de la ville. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces espaces à loyer modéré ont tendance à concentrer des populations qui sont peut-être plus en difficulté que dans d'autres endroits. Et qu'à ce titre-là, et ça rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure concernant l'éducation, on doit travailler plus spécifiquement sur l'accompagnement, notamment des jeunes. Alors quand je parle des jeunes, c'est des jeunes enfants, hein, en tout cas des jeunes scolarisés entre 3 et 17-18 ans. On doit être beaucoup plus présent pour les accompagner, pour éviter qu'ils se retrouvent dans des situations d'échec scolaire, qui en général est l'amorce d'une vie a priori plus compliquée. Oui. Quel est votre regard à l'heure actuelle sur les quartiers de la ville d'Arles, les 3 quartiers prioritaires, on va dire ? Quel constat, en tout cas, on peut faire, d'après vous ? Je pense que c'est... Ces quartiers ont besoin d'être considérés au même titre que n'importe quel autre espace de la ville, et plus être stigmatisés en disant le quartier de Bariol, le quartier de Griffeuil, le quartier du Trébon sont des zones de non-droit. C'est pas du tout le cas. Il y a de l'incivilité, et comme partout, effectivement, des poubelles qui sont jetées par terre, ça contribue à dégrader l'image, mais on est, entre guillemets, que dans l'image. C'est pour ça que demain, on souhaite à ce qu'il y ait une police municipale qui soit renforcée, d'accord ? Pas forcément pour être coercitive, hein, pas pour sanctionner, mais pour accompagner, pour aller expliquer aux gens. Ce qui ne la dispensera pas quand on prendra quelqu'un en flagrant délit de vider un camion poubelle, un camion benne au pied d'un conteneur, de le sanctionner, hein, parce que les deux ne sont pas incompatibles. Mais en tout cas, voilà, ça ramènera, je pense, enfin,
on est convaincu que ça ramènera un climat de sécurité, un ressenti de sécurité qui aujourd'hui manque un peu à la ville. Oui. D'accord. Une police de proximité ? Ouais, Oui. une police de proximité. Ouais. Oui, faire rentrer la police municipale dans les quartiers avec des... Et pas forcément de la police municipale en Oui, tenue. Ça peut être des gens qui font de l'animation, qui vont jouer le samedi après-midi au foot avec les gamins dans les playgrounds. Des médiateurs. Mais des médiateurs plus, à qui on donne un pouvoir suffisant pour se faire respecter. D'accord. Ludovic, on continue. 4e pioche de Stéphane Edouin pour la jeunesse. Citoyenne, la jeunesse. On en parle beaucoup déjà depuis tout à l'heure, mais la jeunesse. Donc, faut-il développer les universités arlésiennes, d'après vous? Je crois qu'on a un petit peu répondu tout à l'heure. On va peut-être développer. On a un petit peu répondu. Du coup, on va pas s'étendre, mais allez-y. Non, mais oui, c'est nécessaire de développer des morceaux d'université, je dirais, sur certaines thématiques. D'accord. Oui, ne pas s'étendre sur. Oui, ne pas partir dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a de vrais pôles universitaires qui sont plutôt compétents. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, Arles et le pays d'Arles est plutôt parent pauvre dans la formation universitaire. Alors, on a MOPA, qui forme quand même des ingénieurs au numérique. On a un Master 2 en administration culturel. Des espèces. Voilà, on s'est compris. C'est ça. Je l'ai pas fait. On a du droit, on a l'IUT. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, ça nous laisse ça nous laisse un potentiel de 300, 400 étudiants sur la ville. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que du coup, on n'a pas une offre qui est suffisamment importante pour pouvoir dire que 20%, 30% de nos bacheliers peuvent continuer un cursus universitaire sur la ville. Donc il faut développer pour en attirer d'autres ou pour garder les... Il faut en attirer d'autres parce que la jeunesse, ça, quand même, ça a de la valeur pour une ville. Et puis ça permettra aussi de conserver nos Arlésiens, nos jeunes Arlésiens sur le territoire. Hein. Super. Allez, du coup, on passe à un autre thème qu'on va pouvoir développer un petit peu plus. Ludovic ? Oui. Tu fais ça tellement bien. Mais je trouvais que je le faisais moins bien là. Mais j'ai une émotion quand tu fais ça. C'est vrai. Et c'est vrai, tu me connais tellement. Le milieu associatif. Le milieu associatif. Alors, d'après vous, est-ce que la mairie doit être le premier soutien économique aux associations ? On en a déjà un petit peu parlé. Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, pouvoir disposer de ressources externes, c'est compliqué. Le mécénat, ça marche, mais pas suffisamment pour que ça devienne quelque chose sur lequel une association puisse appuyer son développement. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer pour certains types d'activités, c'est de commercialiser du service. Autour des sujets qui font le cœur de l'association. Hein. Ça peut être dans la culture de commercialiser par exemple des cours de théâtre. Ça peut être de faire de la mise à disposition ou de personnel ou de ressources auprès des établissements scolaires pour mettre à disposition des compétences particulières auprès des écoles, des collèges, des lycées, notamment parce que la réforme du collège et du lycée ont modifié un petit peu la façon d'apprendre, qu'il y a quand même beaucoup de transversalité aujourd'hui dans l'apprentissage et que ça peut être parfois un complément intéressant dont on pourrait disposer et qui permettrait aussi de créer des ressources complémentaires pour les associations. D'accord, donc se servir des associations en les finançant pour qu'elles puissent apporter quelque chose. Et intervenir ensuite, notamment auprès du milieu éducatif. Comme ça peut se faire peut-être déjà dans ce qu'on appelait les rythmes scolaires ou le temps périscolaire. Oui, alors ça se faisait déjà un petit peu, mais je pense que ça mériterait d'être renforcé. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre, ou du moins dire, aux associations culturelles qui, depuis un an ou deux, de quelques années, se plaignent des baisses de subventions du département, de la région ? Est-ce que vous pensez que la mairie peut apporter une réponse financière à ces baisses de subventions ? Est-ce que c'est à l'association de se débrouiller ? Est-ce que malheureusement c'est comme ça et tant que ça ne changera pas, ce sera ainsi ? Comment on peut leur répondre ? L'argent public, de manière générale, se fait de plus en plus rare.
Pour au moins une bonne raison, c'est que l'argent public, c'est globalement nos impôts. Et que, effectivement, payer des impôts, ça fait plaisir à personne. Donc, à un moment, il y a un équilibre, il y a un juste équilibre qui doit être trouvé entre tout ça. Donc, après, est-ce que les choix qui sont faits par les collectivités territoriales sont les bons ? Ça leur appartient. Moi, je ne serai pas juge à savoir si la région, le département fait le bon choix de ne plus accompagner telle ou telle association. Ceci étant, et ça je pense que c'est valable pour tout le monde et pas forcément que pour le monde associatif, c'est que les contraintes budgétaires sont telles qu'aujourd'hui il y a des arbitrages qui sont faits. Alors ça fait toujours des malheureux, malheureusement, mais ça fait aussi partie de notre environnement économique et on est obligé de le prendre en compte. Et la ville, notamment la ville d'Arles, et en particulier parce que ses ressources ne sont pas extensibles, ne pourra pas, à mon sens, venir suppléer les manques de financement des autres collectivités. Ouais. Donc accompagner pour trouver d'autres solutions. Oui, dont on parlait tout à l'heure, entre autres. Bien sûr. Vous parlez de détruire la salle des fêtes et donc la maison des associations. Où vont se retrouver ces associations alors ? Alors aujourd'hui, la ville d'Arles a la chance de disposer de suffisamment d'espace pour pouvoir reloger la maison des associations sans trop de difficultés. Vous avez déjà pensé peut-être ? Il y a l'ancien collège Mistral qui dispose de pas mal d'espace. Il y a Léon Blum qui dispose des possibilités. Il y en a quelques-unes. Ouais. Donc, je ne suis pas très inquiet pour la maison des associations, rassurons-nous. D'accord. Très bien. Ça fait 5 ? Toi, tu voulais faire une boîte de nuit à l'ancien Mistral, tu m'avais dit ? Oui, mais le projet a été abandonné. D'accord. Voilà, nuisance sonore, on m'a dit. J'imagine. Allez, on va donc reprendre les 10 autres thèmes que nous n'avons pas pu aborder en des questions et réponses un peu rapides pour essayer de... Stéphane, on est bien au niveau du timing, je crois ? On est pas mal. Alors, on n'a pas abordé la question, en tout cas, là, du thème de l'emploi, chômage. Quel est pour vous le levier principal pour relancer l'emploi sur Arles, d'après vous ? C'est de créer des zones d'activité. Parce qu'on manque cruellement d'entreprises sur le territoire, d'entreprises industrielles. Depuis 25 ans, on a fait le choix à Arles de développer le tourisme et la culture, ce qui est un choix politique. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui, quand on lève un petit peu la tête, que en fait, on a appauvri le territoire. Parce que ces emplois-là qui ont été créés autour de la culture et du tourisme sont d'une part des emplois qui sont subventionnés, parce que la culture et le tourisme, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, et essentiellement la culture, sont quand même des activités qui sont largement subventionnées par les collectivités. Donc c'est des emplois qui sont très, très fragiles. Et en plus de ça, ce sont des emplois qui créent très peu de richesse. Parce que malheureusement, quelqu'un qui va travailler dans un restaurant ou dans un hôtel ne créera pas la même richesse que quelqu'un qui va travailler dans un bureau d'études ou qui va faire de la production manufacturée. Et une des conséquences de ça, c'est qu'on a un territoire qui aujourd'hui compte 12% de chômage et qui compte 24% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et une des solutions en tout cas, c'est de redonner un dynamisme économique au territoire et pour ça, réussir à implanter de nouvelles entreprises, de nouvelles activités. D'accord. L'idée, c'est d'utiliser les 42 hectares qui sont disponibles dans la zone nord. D'accord. On continue à développer la zone nord. Oui, qui sont aujourd'hui inexploités, puisqu'en fait, ça fait partie du domaine public fluvial exploité par la CNR. Dans le cahier des charges, il était écrit qu'il fallait que les activités économiques qui s'y implantent aient un lien avec le Rhône. Aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a pas été si efficace que ça, puisque la seule usine globalement qui s'était implantée, c'était Delta Recyclage, qui a brûlé il y a 3 ou 4 ans et qui a laissé place vide. Donc on a là un vrai potentiel de développement économique. Donc ouais, d'accord. Les leviers, c'est créer des zones, favoriser l'implantation des entreprises, c'est-à-dire à un moment on peut construire des bâtiments, les louer et puis faire un plan de montée en charge à 3 ans du montant du loyer pour que l'entreprise puisse se développer dans de bonnes conditions et puis qu'on pérennise les emplois. On a pour objectif aussi de se réapproprier le Rhône dans le cadre du développement économique, c'est-à-dire que
On souhaite créer un port dans l'Anse après l'écluse de Barriole. On souhaite créer... Pour raccourcir un peu, non, c'est juste qu'on ne va pas avoir le temps de tout voir, mais voilà, en gros, attirer un maximum et de créer attirer des entreprises et de les créer. Alors justement, le thème d'après, c'est économie, et la question qu'on a eue, c'est pour ou contre une hausse des taxes pour les entreprises. En gros, quel est votre sentiment à l'heure actuelle ? On sait que la ville d'Arles, au niveau des charges... Non, il n'y a pas de raison qu'on augmente les taxes des entreprises. Non, augmentons le nombre d'entreprises, augmentons l'assiette, mais par contre, n'augmentons pas le niveau des taxes. Très bien. On continue avec le sport. Pour vous, le sport, c'est plutôt un loisir, un moyen d'intégration ou une recherche de la performance ? Les trois. Les trois. Est-ce que les trois peuvent être mis en avant bien sûr, par une municipalité ? On peut accompagner vers le haut niveau et en même temps continuer vers le haut niveau, c'est quand même la locomotive dans le domaine du sport. Le loisir, c'est important parce que tout le monde n'a pas envie de faire de la compétition. Et je pense qu'on se doit de pouvoir servir tout le monde, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'on ait un traitement équitable des gens. Et l'intégration aussi parce que quand on est sur un terrain, quand on est dans un gymnase ou quand on est dans un vestiaire, on est tous logés à la même enseigne. Et à ce titre-là, on dispose là d'un vrai outil d'intégration. Donc vous êtes pour une ville forte en termes de sport et avec des équipes qui puissent toucher le plus haut niveau possible. Oui, pour avoir fait un petit peu de haut niveau, ça serait quand même dommage de pas... C'est ce qu'on a pu comprendre. On parle de culture. Pensez-vous que les propositions actuelles de la ville sont suffisantes en termes de culture au niveau de ce qui se passe ? Oui. D'accord. Oui, je pense que c'est bien. Aujourd'hui, le sujet de la culture a quand même été plutôt accaparé par le privé, parce que c'est des opérateurs privés aujourd'hui qui interviennent beaucoup dans la culture. Et c'est pas plus mal parce que ils sont moins consommateurs de ressources financières publiques, donc ça a quand même un intérêt. Par contre, une des propositions qu'on a faites, c'est de donner accès à la culture, notamment aux jeunes, d'une manière plus facile qu'aujourd'hui, en tout cas les inciter à consommer de la culture. Par des moyens qui sont relativement simples, c'est de mettre à disposition des volumes horaires de transport pour l'ensemble des écoles et des collèges du territoire, de manière à ce que les équipes éducatives, dans le cadre de leur projet éducatif, puissent dire que une fois par semaine, on va aller visiter un musée, qu'une fois par mois, on va aller à la médiathèque. La médiathèque est un sujet en ce moment. J'en parlais avec mon fils samedi dernier, puisqu'on était à la médiathèque, il avait une recherche à faire. Et je lui ai dit, quand tu étais à l'école primaire ou quand tu étais au collège, combien de fois es-tu venu à la médiathèque avec l'école ? Et il m'a dit jamais. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir un outil comme celui-là à disposition et qu'on n'en profite pas. Donc voilà. Donc donner la possibilité aux jeunes de pouvoir accéder à la culture. Et en plus de ça, je pense que c'est par les jeunes qu'on réussira à attirer leurs parents vers la culture. Parce que le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, quand on a son fils ou sa fille qui dit « Tiens papa, regarde » ou « Tiens maman, j'étais au musée bleu, c'est génial, je vais te montrer », je pense que si on arrive à faire ça, on a pas mal avancé. Ouais. Effectivement, moi ma fille me l'a fait plusieurs fois. Voilà. Plusieurs fois voir la barque au musée bleu, c'est très bien. On continue avec les traditions. Pensez-vous que la tradition occupe une place trop importante dans les activités de la ville ? Je trouve que les traditions occupent de moins en moins de place dans les activités de la ville, D'accord. Ou en tout cas, elles sont de moins en moins attractives. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, plus de 20 ans, aller à la Pécoulade ou à la fête du costume ou aux prémices, où il y avait le boulevard des Lys qui était bondé. J'y suis allé, je sais plus cette année ou l'année dernière, il n'y a plus personne. Donc la culture traditionnelle arlésienne attire de moins en moins. Alors, je serais incapable de dire ce qu'il faut faire pour y arriver, parce que j'ai pas cette culture-là en moi. Mais par contre, le comité des fêtes, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés, qui à mon avis peuvent imaginer des choses et les faire partager de manière à ce qu'on redonne un petit peu plus d'attrait à l'Arlésienne qui se costume et qui nous fait profiter de tout ça quelques fois dans l'année. Oui. Rapidement, la corrida.
Votre positionnement au sein de d'Arles Citoyenne? En termes de positionnement, je dirais que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Moi, personnellement, je ne suis pas fan, parce que voilà, je me bats pas pour aller voir une corrida pendant la feria. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment ça. Il se trouve que mon grand-père était matador. D'accord. Et que mes oncles et tantes sont des vrais aficionados. Et voilà, et encore une fois, moi, voilà, D'accord. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et complètement. D'accord. Parce qu'on est encore dans un pays libre. Effectivement, et heureusement. Patrimoine, êtes-vous d'accord avec la politique patrimoniale qui parfois oblige les habitants et surtout les propriétaires à des travaux coûteux, à des aménagements non souhaités, surtout dans les centres protégés de la ville? Je pense qu'on est un peu trop souvent trop catégorique sur les sujets d'urbanisme dans les espaces protégés. Parce qu'effectivement, c'est un coût et qu'à un moment, quand on a le patrimoine qui dit « Ah mais non, là, le volet, c'est pas celui-là qu'il faut et qui coûte 4 fois plus cher », je pense qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions. Alors, soit on est capable d'accompagner les gens qui sont en secteur sauvegardé, de leur dire « Bah écoutez, là, on a des contraintes qui imposent qu'on soit obligé de travailler sur des matériaux spécifiques, sur de la chaux, sur j'en sais rien. Pourquoi pas ?» Et d'ailleurs, les financements qui vont émerger du péage autoroutier peuvent aussi servir à ça, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le centre ancien, encore plus qu'ailleurs, il y a de réels besoins d'améliorer la performance des logements. Donc oui, je pense que trop souvent, on est un peu trop contraignant vis-à-vis de ces aménagements. À voir, à revoir et à réfléchir. Stéphane Edouin, la ville du futur, avez-vous de grands projets déjà imaginés pour la ville de demain, dans 20, 30 ans? Plein. Plein, on en a cité quelques-uns tout à l'heure. La ville du futur, c'est une... Comment vous la voyez rapidement? Comment vous la voyez dans 30 ans, la ville? Prospère, oui. avec des gens qui sont heureux de vivre ici, qui pour la plupart ont réussi à trouver un emploi localement, qui sont épanouis, qui font la promotion de leur ville plutôt que de la dénigrer trop fréquemment à mon goût. Voilà. C'est une ville où on se sent bien vivre. Oui. Je vais embrayer avec Mireille qui me dit « Vous comptez mettre un tramway dans la ville ? La ville du futur, pourquoi pas ? Arles avec un tramway ou pas ? Pour ou contre ? » Ça me paraît surdimensionné comme outil. Mais par contre, ça sera peut-être... Non, ça sera des bus au niveau de service. Après, on sait pas quel... Enfin, peut-être que dans 30 ans, Arles, ça sera plus 54 000 habitants, ce sera peut-être 150 000. Parce que les villes vont se densifier, parce que se déplacer, ça va être de plus en plus compliqué. On va aller vers une rareté, notamment des hydrocarbures, donc les moyens de transport vont aussi évoluer. Donc on va aller vers nécessairement une densification des villes. Donc oui, peut-être. On est en plein dans la ville du futur, il y a quelque chose qui sort actuellement, c'est les taxis volants. Il y a beaucoup d'études. Non, mais je sais. En plein dedans. Est-ce que vous pourriez être l'un des premiers maires en France à essayer de développer ça sur la ville d'Arles? Ah oui, moi je suis prêt à essayer plein de choses en fait. D'accord. Parce que j'ai un problème, c'est que j'ai un côté geek très marqué. Au contraire, ouais. Non, je pense qu'en plus on peut être une terre d'expérimentation. Ouais. Oui, voilà, parce que la grandeur de notre territoire peut faire que effectivement. Bien sûr, clairement. D'accord. Moi j'ai envie de tester le taxi volant. Ça fonctionnera peut-être mieux que les taxis actuels déjà. Marty McFly. On continue, allez, plus que 2 thèmes rapidement. La sécurité, vous êtes plus répression ou prévention sur la question de sécurité? Je dirais, je suis plus pour la graduation. C'est-à-dire qu'on commence... Belle réponse politique, ça. On commence par faire de la prévention, parce que la pédagogie est souvent nécessaire, parce que les problématiques ne sont pas toujours bien perçues par les gens qui y sont confrontés. Par contre, une fois qu'on a expliqué et qu'on a suffisamment expliqué, il faut qu'on fasse appliquer. D'accord. Donc une phase répressive, répressive.
le terme est peut-être un petit peu fort, Oui, mais en tout cas coercitive, qui incite à respecter la règle. Voilà. Pour ou contre une police municipale armée ? Ça dépend de quelle arme on parle. D'accord. Parce qu'il y a... non, je suis pas très fan des armes à feu. Ouais. Rapidement, pour vous, qu'est-ce que la police municipale doit faire pour vous ? Je pense qu'elle a déjà un rôle dissuasif. Quel rôle ? Oui. Et de prévention. C'est-à-dire Sur la totalité des actes d'incivilité ? Alors, ceux qui relèvent de la collectivité, donc c'est le respect du code de la route. D'accord. C'est les nuisances diverses et variées. Vous ne la voyez pas donc, pour suppléer notamment la boîte de nuit qui est prévue. Ça a été abandonné. Voilà. C'est dommage. Et toutes les incivilités liées au respect de l'environnement. D'accord. Et donc, pour terminer, on y est justement, c'est parfait, transition, propreté. Peut-on dire, d'après vous, que notre ville est une ville sale, Stéphane Edouin ? Nous pouvons dire que notre ville est une ville sale. D'accord. Pour 2 raisons. La première, c'est que les gens sont sales, et ça c'est dommage, parce que globalement, un papier qui se retrouve par terre, il n'est pas nécessairement tombé du ciel. Mmh. Bon, ça arrive parfois par forme Mistral, mais dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Et l'autre raison, c'est parce que les outils qui sont mis à disposition des gens pour ne pas salir la ville ne sont pas ou adaptés ou pas suffisants. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Il faut mettre plus de poubelles, il faut réaménager tout le centre-ville avec des cendriers intelligemment dispersés dans tout le centre-ville, avec des corbeilles à papier intelligemment dispersées dans tout le centre-ville. Il faut mettre des zones de tri en périphérie du cœur de ville. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on laisse encore nos poubelles devant la porte en centre-ville, les cartons des commerçants. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et typiquement, n'importe quel commerçant, n'importe quel habitant va sortir du centre-ville pour aller récupérer sa voiture ou pour aller prendre un transport en commun. À ces endroits-là, on met en place des systèmes de collecte et on a réglé 80% des problèmes de propreté du centre-ville. Merci Stéphane Edouin pour cette deuxième partie. On va faire une pause musicale, une deuxième. Alors, il me semble que Stéphane, on va écouter, tu le sais, mais je le sais aussi, mais tu vas le dire toi, parce que tu dis tellement bien. Mathieu Chédid, avec Mama Sam. Mama Sam. Pourquoi Stéphane Alors, Edouin, cette chanson en particulier, parce que j'ai eu la chance d'aller en Afrique il y a quelques... Enfin, une mission pour la Banque mondiale au Burkina Faso, dans le cadre du développement économique et des impacts environnementaux. Et c'est une période qui m'a marqué, et du coup, quand j'entends cette chanson, ça me renvoie à cette période, et voilà. Qui vous a servi peut-être pour... Oui, c'était psychologiquement très éprouvant. Ouais. D'accord. Alors on écoute Mama Sam de Mathieu Chédid. On se retrouve dans quelques minutes avec Ludovic Gazan qui a noté les questions du live, qui est sur les starting blocks, qui est prêt à cuisiner. On a notamment Alexandra qui a été très loquace. Vous inquiétez pas Alexandra, ça arrive très bientôt. A tout de suite dans quelques minutes, merci. Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Quand je te revois, Mama Sam, je retrouve les vraies valeurs. Un si grand cœur, une si belle âme, qui ne se soucie jamais de l'heure. Quand je pense qu'elle était comme moi, issue de ce pays glacial, maintenant qu'elle vit au Kenya, c'est l'africaine occidentale. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Et gris est ma couleur de peau. La vie est une machine afrique. La vie est une machine afrique. Où les affreux n'ont pas d'afro. Tous ces jeunes américanisés, niqués de la tête au pied. Génération très très marquée. Mama Sam est consternée. À cette époque où faire
L'amour est un danger pour l'humanité. Il est honteux d'afficher Nick sur nos vêtements dégénérés. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Et gris est ma couleur de peau. Et gris est ma couleur de peau. La vie est une machine afrique. La vie est une machine afrique. Où les affreux n'ont pas d'afro. Mama Sam, cette fois c'est décidé. M'éloigner de Paname fera le plus grand bien. Et si ça se trouve, je ne reviendrai jamais. Je serai le plus blanc bec de tous les Africains. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Et gris est ma couleur de peau. Et gris est ma couleur La de peau. vie est une machine afrique. La vie est une machine afrique. Où les affreux n'ont pas d'afro. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Et gris est ma couleur de peau. Et gris est ma couleur La de peau. vie est une machine afrique. La vie est une machine afrique. Où les affreux n'ont pas d'afro. Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Bonsoir, pour cette troisième partie d'émission avec Stéphane Edouin, Arles Citoyenne. Stéphane, tout va bien ? Tout va bien. On est sur la fin de cette émission, de cette 5e émission politique, une émission qui parle en tout cas de tous les candidats qui se mettent en avant pendant 1h30. On va parler maintenant, donc, dans cette troisième partie, des questions que vous avez posées sur le Facebook Live ou en message privé que vous avez envoyé à Ludovic. J'espère que vous avez fait qu'envoyer des messages parce qu'il a été très, très actif. Donc, ça a posé des questions, c'est tout, hein, rassure-moi. 2-3 messages que j'ai mis à gauche. Bon, ça va, on verra après. Alors, Ludovic, on commence peut-être avec les messages posés en direct. Allez, on commence de suite, donc du coup avec Alexandra. J'imagine que vous êtes prêt à mener une politique de réduction des déchets municipaux, réduction, réemploi, recyclage. Dans quelle mesure et avec quels moyens ? C'est un petit peu pour résumer. On a fini sur ça tout à l'heure. C'est de mettre à disposition des producteurs de déchets, donc des citoyens, les outils pour mieux trier, les inciter à ne plus consommer ou en tant que faire se peut de l'emballage et peut-être à un moment d'être incitatif fiscalement sur la réduction des déchets. Je m'explique. On a possibilité aujourd'hui, en tout cas les outils existent pour pouvoir peser une poubelle quand le camion la collecte. D'accord. Et d'affecter ce poids à un foyer. Et que quand arrive la fin de l'année, qu'on impose donc via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères le foyer sur sa production de déchets, qu'il ait une bonification s'il a été vertueux. D'accord. Et ça, c'est un outil qui est intéressant pour... Pas une taxe, une bonification. Une bonification, une économie. Une économie, d'accord. C'est que du bonus alors. Ouais. Et tous les foyers vertueux, donc qui ont travaillé sur la réduction de leurs déchets ultimes, hein, donc vraiment ce qui va dans la dernière poubelle, une fois qu'on a sorti tout ce qui est valorisable, c'est un outil qui est intéressant justement pour le coup inciter à un bon geste de tri et une performance de tri dans chacun des foyers. Ouais. D'accord. Alors, deuxième question de la part de Sébastien, 42 ans, qui va allier un petit peu le centre-ville et la ville au soir. Comptez-vous soutenir les commerçants du centre-ville quand ils veulent l'animer en organisation des animations, des soirées, continuer à les empêcher de travailler ou continuer de les empêcher de travailler en favorisant systématiquement le moindre voisin indélicat? Comment vous vous positionnez, Stéphane Edouin? Alors moi je rêve d'un centre-ville un peu à l'image de celui d'Aix. Quand il m'arrivait régulièrement d'aller à Aix dans n'importe quel jour de la semaine, où il y a une vraie vie dans ce centre-ville et c'est génial. Alors effectivement, c'est une ville qui est très étudiante, d'où l'intérêt d'avoir Montpellier, c'est pareil. Des étudiants en plus grand nombre. Et puis l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une vie nocturne et puis que ça se passe dans de bonnes conditions avec le voisinage.
Donc oui, moi je suis très favorable à ce qu'on ait, on ait un centre-ville vivant avec des bars, des restaurants, avec voilà, des endroits où on peut se retrouver, passer du temps. Parce que la ville, c'est aussi ça. Ouais. Très bien. Encore une question concernant les espaces vacants du centre-ville. On continue dans le centre-ville. Comptez-vous accélérer l'urbanisation afin d'optimiser les espaces ou bien végétaliser afin de contrebalancer les effets d'îlots de chaleur urbaine? Alors, les deux. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour désétanchéifier les sols. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève du goudron. À la place, on met de l'herbe, des arbres. Ça ne nous empêche pas de faire du stationnement sur des places végétalisées, hein, les deux ne sont pas incompatibles. Et effectivement, réduire les îlots de chaleur, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des écarts de température entre une zone engazonnée et une zone goudronnée qui peuvent aller jusqu'à 7 degrés. Donc c'est pas neutre, notamment pour la nuit, puisque du coup, on va emmagasiner de la chaleur dans le sol, dans un goudron, et la nuit, quand la température de l'air extérieur est plus faible, on va restituer cette chaleur, donc on va créer ces fameux îlots de chaleur. Donc mettons de l'herbe, mettons des arbres, c'est très bien. On peut continuer à y mettre des voitures dessus, hein, c'est pas gênant, il y a des endroits où on peut faire du stationnement, ça marche, ça marche plutôt pas trop mal. Et c'était quoi l'autre morceau de la question? Alors, je vais y revenir. Ou contrebalancer les effets d'îlots de chaleur urbaine. Oui, voilà. Ouais. Mais par contre, c'est la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse densifier l'habitat au centre-ville, notamment parce que, pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, hein, de limiter les déplacements. Et puis Arles manque cruellement de logements adapté aux familles avec 3-4 chambres parce qu'aujourd'hui se loger dans un appartement, trouver un appartement pour se loger avec 3 chambres ou 4 chambres, c'est mission impossible. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que du coup, c'est dissuasif aussi pour des gens qui voudraient venir s'installer ici et qui s'en vont, qui vont à Mossane, qui vont à Paradou, qui vont construire une petite maison sur un petit bout de terrain, alors qu'ils seraient très bien dans un appartement sympa au centre-ville d'Arles. Ouais. Enfin, une petite maison, un petit bout de terrain à Mossane, c'est un bel appartement à Arles. Non, mais clairement, oui, bien sûr. Non, mais on est d'accord. C'est ça. On est d'accord. Alors, j'ai une question aussi de riverain en colère. Alors, à mon avis, il doit tout du très beau ou de mon plaisir. Comment déboucher et fluidifier l'avenue Stalingrad, car ça devient insupportable? Alors, est-ce que vous, Stéphane Edouin, vous avez une solution? Alors, je ne sais pas si j'ai une solution. En tout cas, on y a réfléchi, notamment en créant des parkings relais aux 3 entrées de la ville. D'accord. Donc, une côté Sainte-Marie-de-la-Mer, rond-point du Vitier, un autre au rond-point de la prison, d'accord, et un troisième au rond-point de l'hôpital, de façon à ce qu'on ait des nœuds routiers qui soient pourvus de zones de stationnement importantes pour favoriser le covoiturage, pour favoriser les modes de transport doux. C'est-à-dire qu'on pourra venir jusque-là et repartir avec un bus, un vélo ou tout autre moyen de transport, de manière à ce qu'on limite au maximum le flux de véhicules qui entrent et qui sortent de la ville. Ouais. Mais du coup, pour redynamiser cet axe qui est quand même très... Une fois qu'il y aura moins de véhicules, qu'est-ce qu'on en fait? On le réduit? Je pense qu'il faut le réduire et il faut en profiter pour le réaménager. Ouais. D'accord. Pour le rendre plus attrayant. D'accord. Que ce qu'il est aujourd'hui. Ludovic, 3 minutes. Allez, 3 minutes. Une question de Sophie. Allez-vous essayer de développer, du coup, des loisirs pour les familles, comme un bowling, par exemple, ou un trampoline park? Est-ce que ça vous parle? Alors, ça me parle. Un trampoline park, c'est un endroit avec plein de trampolines. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit être ça. Et un bowling, c'est un endroit avec des quilles et des boules. Et des boules. Me semble. Là, comme ça, je sais pas répondre parce que je pense qu'il faut une taille critique de commune, un nombre d'habitants minimum pour que ces équipements soient viables économiquement. Parce qu'encore une fois, c'est le secteur privé qui s'empare de ce genre d'équipement. Hein, c'est pas la collectivité forcément à construire un bowling ou un trampoline park. Je sais pas s'il y a un bowling municipal, ça existe, je suis pas sûr. Peut-être, mais je suis pas sûr non plus. C'est des choses qu'il y a à Salon, par exemple. Enfin, je sais pas, les villes comme Salon qui sont pas forcément plus grandes que Arles, non? Oui, mais c'est pas la municipalité. C'est bowling privé ou public? Oui, mais voilà. Après, c'est aussi des volontés municipales d'attirer, bien sûr. Voilà. Après, on peut laisser effectivement l'opportunité à des opérateurs de s'installer. Hein. Les deux ne sont pas incompatibles. Notamment sur la zone des papeteries Étienne où on destinerait cet espace plutôt
à du loisir pour les Arlésiens en l'occurrence. Donc ça peut avoir du sens. Mais il y a eu un bowling, me semble-t-il, parce que Stéphane n'a pas dit la vérité. DJ du bowling. Il a sévi là-bas pendant quelques années. Tu as été le DJ du bowling d'Arles. Mais ça fait plus de 10 ans maintenant. Ça marchait à l'époque. Ça marchait. Ouais. Donc, et ça a été plus que ça a été une volonté municipale de ne pas reconduire un bowling. D'accord. Voilà, je peux le dire. C'est une coup de gueule, ça. Hein. Non, bah oui. Ouais. Il est Ok, colère. on a le C'est droit. bien levé du travail. On a le droit. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Allez, Oui, une dernière, alors, peut-être. allez, une dernière question. Une avant-dernière question. Stéphane Edouin, il y a beaucoup trop d'associations, c'est Stéphane, 28 ans, sur Arles. Êtes-vous prêt à les réduire pour plus de qualité et moins de quantité? Je pense pas qu'une collectivité ait le droit de s'immiscer dans la volonté associative des individus. Par contre, il y a probablement une rationalisation à porter sur certaines associations, notamment sportives. Et j'ai un exemple en tête, et il se trouve qu'on a dans notre équipe un de leurs membres, c'est au niveau de l'athlétisme. Aujourd'hui, à Arles, on a 4 clubs d'athlétisme, d'accord, qui se partagent à peu près le même équipement, hein, le Stade Fournier, qui se partagent aussi à peu près les mêmes athlètes, puisque ça reste des Arlésiens. Et je pense que pour ce cas-là, j'imagine qu'il y en a d'autres, hein, j'ai pas une vision exhaustive de tout le tissu associatif arlésien, mais en tout cas, voilà, c'est un exemple où, à mon sens, il y a certainement un travail à conduire pour mutualiser, et puis du coup, là oui, on gagnera en qualité. Parce que les subventions... Alors, tous les clubs d'athlétisme d'Arles ne sont pas subventionnés. Mais par contre, de pouvoir disposer d'adultes qui, à un moment, peuvent être bénévoles pour encadrer des enfants, pour participer à la vie des clubs, justement, encore une fois, à destination des plus jeunes, je pense que ça a du sens. Ouais. Et je vous rassure, pour le tennis, c'est la même chose aussi. 4 oui, ou 5, 6 clubs de tennis, voilà, que la mairie cherche à mutualiser. Voilà. Oh, je descends. Chute à l'arrière du peloton, Baptiste Guéry. Donc dans cette logique-là, oui, il y a un travail à conduire. Ouais. Allez, dernière question. Oui, c'est... Alors c'est une dernière question qui va du coup enchaîner sur votre question, Baptiste Guéry. Il faut quand même la poser cette question, une question de Simon, 42 ans. Si malheureusement Stéphane Edouin, vous n'arrivez pas à vous hisser au 2e tour, et si une triangulaire gauche, droite et extrême droite a lieu, de la spéculation, pour qui appellerez-vous à voter? Vous pouvez répondre, vous pouvez ne pas répondre. Ah, je peux répondre sans aucun problème. J'appellerai à ne pas voter pour l'extrême droite. Ouais. Voilà. Donc, et pour les deux autres, après, bon, voilà. On verra. Chaque chose en son temps. Ouais. On verra. Mais en tout cas, c'est sûr. Ouais. En tout cas, merci Stéphane Edouin d'être venu passer 1h30 avec nous ici, avec les auditeurs, avec Stéphane, avec Ludovic. Une dernière question. Si vous êtes au second tour, accepteriez-vous de venir dans les locaux de Radio RPA faire un débat face à vos adversaires? Avec le plus grand plaisir. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci c'est noté, on le note. C'est noté. C'est bon pour toi? C'est noté. Stéphane, on est OK? Bah oui. Stéphane, on se retrouve lundi. Oui, lundi déjà. Lundi avec Patrick de Carolis. Avec Patrick de Carolis sur cette antenne-là. À partir de 19h. À partir de 19h. Avec donc Patrick de Carolis. Merci Stéphane Edouin. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Pensez à partager, pensez à réagir, pensez à poser vos questions sur le Facebook Live. Vous pouvez encore continuer à les poser. Le candidat peut continuer à venir répondre s'il le souhaite tout au long jusqu'aux élections. Les lives vont être en replay. Pensez surtout à poser vos questions sur le www.radio-rpa.fr. C'est important. Comme ça nous permet d'avoir... On en a beaucoup déjà, mais continuez à le faire parce qu'on aura des nouvelles questions. Vous voyez les thèmes qui sont abordés plus ou moins, vous pouvez du coup poser vos questions là-dessus. Pensez à partager et à en parler autour de vous un maximum, car peu de médias sur Arles le font à l'heure actuelle. Malheureusement, la Provence, malgré nos nombreux appels, n'ont pas partagé, n'ont pas diffusé le fait que nous donnons la parole aux candidats. Je parle de la Provence, vous pouvez en parler d'autres. Arles News l'a fait et on leur en remercie fortement. Oui. C'était un très bel article d'ailleurs qui était tout à fait neutre, comme nous sommes tous, on espère en tout cas. C'est le but de ces émissions, c'est de donner la parole aux 10 candidats pour les municipales 2020 de la ville d'Arles.
Stéphane, je te dis merci. Oui, un petit truc à rajouter. Peut-être. On annonce aussi aux auditeurs que des soirées résultats d'élections seront organisées les dimanches 15 et 22 mars. Nous prendrons l'antenne et on donnera tous les résultats par bureau de vote en direct. On sera en direct, on sera dans tous les dans les grands rassemblements pour vous donner les résultats en direct. Vous pourrez participer, vous pourrez réagir, vous pourrez commenter. RPA au cœur des élections municipales 2020. On se retrouve lundi 10 avec Patrick de Carolis. Merci. Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leur projet et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du Pays d'Arles.